Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Business et Social Impact, une combinaison gagnant-gagnant. Je suis très heureuse de participer en tant que speaker à ce webinaire. Nous avons la chance d'être accompagnés par Sébastien Noni, General Partner de Django Capital, qui nous accompagnera tout au long de ce webinaire et qui participera également à témoigner pendant une partie de ce sujet. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci et bonjour Sébastien. Bonjour à tous, je vois que vous nous rejoignez nombreux. Je vais commencer donc ce webinaire par vous présenter le cadre de ce webinaire dans un premier temps. D'abord, je vais me présenter effectivement. Ensuite, je vais présenter le cadre de pourquoi nous réalisons ce webinaire durant 5-10 minutes. Je pense que vous serez très intéressés, notamment parce que ce webinaire s'effectue en partenariat avec la Jack Ma Foundation. Et puis, nous aborderons le sujet de l'impact social. Tout d'abord, je vous ferai une présentation très générale de comment ce sujet évolue depuis ces dernières années. Ensuite, nous parlerons des différentes approches, méthodes et outils qui s'offrent à vous et que vous pourrez utiliser juste après ce webinaire qui, j'espère, vous sera utile dans les prochains mois à venir. Et puis, nous continuerons ce sujet en vous présentant un acteur africain du Venture Capital qui investit en Afrique sur des projets à impact. Et enfin, nous terminerons ce webinaire par une séance de questions-réponses. Voilà. Donc, pour commencer, je vais me présenter très rapidement. Hein. Je suis Antonia Glaise-Lacombe, directrice marketing de Django. Je suis également partenaire spécialisée en marketing au sein de Django Capital. J'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 10 ans dans des grands groupes français sur des projets en France et à l'étranger. Déjà, à cette époque-là, j'étais très intéressée par les sujets d'impact social, environnemental et de gouvernance. J'ai implémenté déjà dans ces grands groupes des suivis hein, de ces impacts. Puis j'ai continué ma carrière dans le conseil sur des sujets de performance dans les projets d'innovation, de stratégie marketing, de relations clients. Et après ces années, je suis rentrée au sein de l'entreprise Delair, qui est une start-up, qui était une start-up française en tant du coup que CMO et membre du board des directeurs. C'était une start-up d'à peu près 45 personnes et quand je l'ai quittée quelques années après, nous avions triplé le nombre d'emplois dans cette entreprise, une entreprise dans le domaine des drones professionnels qui vise à améliorer la performance des prises de décision des grandes entreprises dans le monde du pétrole, des transports, de la gestion des forêts ou de l'agriculture pour justement améliorer l'impact sur les ressources, la gestion des ressources de ces entreprises et notamment leur prise de décision par rapport à ces ressources. Et puis, il y a quelques années, j'ai rejoint Django en tant que Chief Marketing Officer, comme je vous le disais, et j'aurai l'occasion de vous présenter nos activités un peu plus tard dans ce webinaire. On peut passer à la slide suivante. Je vais commencer, comme je vous le disais, par poser le cadre du pourquoi nous avons lancé cette série de webinaires au sein de Django Academy. C'est parce que nous avons monté un partenariat avec la Jack Ma Foundation dans le cadre des African Business Heroes. C'est un grand challenge organisé par l'African Entrepreneur Prize Initiative, un grand challenge à destination des entrepreneurs africains
Je vous laisse découvrir en images ce grand challenge. About 54% of Liberians live on less than $2 a day. My entire philosophy on doing business is to empower people, to provide opportunities for people to earn money. My name is Christelle Kwizera. I am from Rwanda. My whole skin would just come off easily. I thought I was about to die. I'm turning 18, right? Perfect time to die, but I didn't die. I want to start my project before someone else gets the idea. A central hub that works online, because we were the first to do so. Everywhere in the world, entrepreneurs are the same. They have a hope, they have dreams, they're never afraid of something, they want to create. Entrepreneurs, I think we should make them heroes. Last century, the bigger the better. This century, business, the smaller the better. I want any people that are in Africa or anywhere else in the world believe that they can make money thanks to African culture. Our goal is to go after 10 million farmers in Africa, and we get Africa to feed herself and the world. Small is nothing wrong. I live for the day that every African child can access water in their home. Can each one of you give me one advice that I will mark it by heart and I will remember it for 10 years? They can start their dream. They can start their journey and change the continent. This is the first time we have this program, and we will continue to do it. This is how I want to do. This is my own passion. Merci beaucoup pour cette vidéo, Sébastien. Je vais vous présenter en quelques slides ce qu'est l'African Netpreneur Prize. C'est tout simplement un prix qui a été développé par le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma et qui est destiné aux entrepreneurs africains. C'est dans ce cadre que Django est partenaire de la Fondation Jack Ma et avec qui nous souhaitons chercher les futurs héros africains de demain. Donc, en participant à ce webinaire, je vous invite aussi à participer à la grande aventure des African Netpreneur Prize Initiative de 2020. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. À propos de l'African Netpreneur Prize, en fait, la mission, c'est de renforcer l'écosystème des entrepreneurs africains en faisant en sorte qu'ils puissent raconter leur histoire, se former. Et l'idée, c'est en fait de subventionner près de 100 héros entrepreneurs africains d'ici les 10 prochaines années. L'idée, c'est de pouvoir inspirer 10 millions de futurs entrepreneurs grâce à ces 100 héros entrepreneurs africains qui seront financés durant ces 10 prochaines années. Les valeurs de ce programme, hein, c'est d'être inclusif. L'idée, c'est que tout le monde, tous les entrepreneurs de tout âge, de tout secteur, de tout genre, les femmes, notamment, sont vraiment bien sûr bien invitées à participer à ce programme qui inclut vraiment tout secteur d'activité. Évidemment, c'est plutôt un programme qui est orienté pour les petites et moyennes entreprises. Et ce programme, il faut le savoir, il est panafricain, il est ouvert aux 54 pays d'Afrique. Et notamment, j'ai eu souvent la question, il sera possible de pitcher Jack Ma ainsi que les différents juges de ce concours en français. Donc vraiment, les francophones, n'hésitez pas, ce concours est également ouvert à vous. Slide suivante. L'idée de l'organisation de ce concours, c'est que le processus se fasse assez rapidement. Vous pouvez postuler en ligne sur le site de l'African Netpreneur Prize Initiative. C'est assez rapide, vous devez déposer votre dossier et une vidéo. Ensuite, un top 50 d'abord sera sélectionné. Et puis, il y aura des entretiens vidéoconférences pour sélectionner un top 20. Et enfin, une demi-finale pour sélectionner un top 10 qui se présentera devant Jack Ma et 3 autres chefs d'entreprise de renom. Cette finale sera télévisée et sera diffusée partout en Afrique et dans le monde.
Donc, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir faire connaître son entreprise et sa marque. Et évidemment, tout au long de ce parcours, des services à l'appui, du mentorat, des formations, mais aussi des masterclass seront disponibles pour les participants. On va passer à l'autre slide. Très rapidement, ceux qui sont ciblés pour ce concours, ce sont des fondateurs d'entreprises d'origine africaine. Les activités doivent se baser en Afrique et l'activité de l'entreprise doit déjà avoir au moins 3 ans d'activité et un chiffre d'affaires de 3 ans également, mais pas forcément de manière consécutive. Donc voilà, le concours est quand même, les critères sont quand même assez larges. Donc n'hésitez pas si vous avez, vous faites partie de ces critères pour concourir. Les résultats de ce concours, l'année dernière, ça a été presque 10 000 candidatures enregistrées, 26% de candidatures féminines. On espère faire beaucoup mieux cette année. Et ce sont quand même 42 juges du monde de l'entrepreneuriat qui se mobilisent pour vous et que vous aurez certainement l'occasion, peut-être si vous êtes sélectionné, d'échanger avec eux. Donc vraiment, je vous invite à participer à l'aventure. Voilà, vous aurez l'occasion de rencontrer, si vous êtes en demi-finale ou en finale, des juges comme Fatoumata Ba, qui est fondatrice de Django et CEO de Django, ainsi que managing partner de Django Capital. Et puis en finale, il y a des grands noms du monde de l'entrepreneuriat aussi, comme Jack Ma, et comme vous pouvez le voir dans ce slide, différents secteurs sont représentés également et vous aurez l'occasion, on peut passer à la slide suivante, voilà, de peut-être faire partie du top 10. Comme vous pouvez voir, les prix sont l'année dernière aussi entre 65 000 $ et 250 000 $ pour les 10 entreprises finalistes. Cette année, les prix sont plus élevés. C'est 1,5 million de $ qui seront à partager entre les 10 finalistes. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour investir dans le développement de votre entreprise. N'hésitez pas à vous y engager. Et rapidement, je termine sur le calendrier. Les ouvertures pour ce concours ont démarré le 6 avril. En ce moment, nous sommes dans la période des formations et webinaires dont celui-ci fait partie. Et les clôtures de candidature sont le 9 juin. Donc, vous avez encore à peu près un mois pour participer pour envoyer votre candidature. Voilà pour le cadre de ce webinaire. J'ai essayé de tenir en moins de 10 minutes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur le business et social impact, une combinaison gagnant-gagnant. C'est vrai que dans le... Est-ce qu'on peut rester sur le premier slide? Juste en introduction, nous sommes dans une période de crise que tous les pays du monde vivent en ce moment avec la crise du Covid-19. C'est l'occasion pour la communauté des entrepreneurs au niveau mondial de se poser la question de comment on peut inclure le secteur privé dans la création d'une croissance durable et équitable. Et c'est une réflexion qu'il faut mener. Et aujourd'hui, ce n'est pas une réflexion nouvelle. Je voulais démarrer là-dessus. En effet, il y a encore plus d'un siècle, il y a un économiste qui s'appelait Schumpeter expliquait la relation étroite qu'une entreprise pouvait avoir avec la société dans laquelle elle évoluait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des éléments concrets qui nous permettent d'appliquer de faire combiner les business et les impacts sur la société. Et du coup, c'est des énormes opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs. La deuxième chose, donc la première idée, c'était de se dire que ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose d'ancien, d'associer le business et le social impact. Et la deuxième idée, donc on peut passer à la slide suivante,
c'est de se rendre compte combien la notion d'impact est vaste. Et on peut se dire que la notion d'impact est vaste en regardant les différentes définitions des organisations internationales qui travaillent sur l'impact. Aujourd'hui, c'est vrai que les deux grandes définitions retenues, ce sont celles de l'OCDE et de la Banque mondiale. Mais si on regarde aussi des acteurs comme les Nations Unies, ont également plusieurs définitions de l'impact. L'UNDG a la sienne, l'Organisation mondiale de la santé, qui est une des branches des Nations Unies, a également la sienne. Chacun avec notre regard et notre expérience, nous pouvons avoir une vision de ce qu'est l'impact. Alors, dans les deux grandes définitions que sont celles de l'OCDE et de la Banque mondiale, c'est vrai qu'il y a un invariant qui est le fait de dire qu'il y a besoin d'une intervention extérieure pour générer un impact social, environnemental ou de gouvernance sur une organisation. Mais il y a quand même des différences quant aux facteurs qui génèrent cet impact. Donc, c'est vrai que l'OCDE va avoir une vision d'intervention qui est plus dans un écosystème. La Banque mondiale, elle, va plutôt mesurer l'impact à la différence entre une situation donnée où il y a eu une intervention pour générer de l'impact et une situation donnée où il n'y a pas eu cette intervention. Et l'impact, c'est la différence entre les deux. Voilà, donc je vous laisse parcourir ces différentes définitions. Méthode Lab a fait je vous ai mis le lien sur le slide, a fait une très bonne... un répertoire très intéressant de toutes ces définitions de l'impact. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet très vaste, mais, donc on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît Sébastien, mais c'est devenu un enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises. Alors, pourquoi c'est devenu un enjeu majeur pour les entreprises? D'abord parce que c'est un sujet qui est en train de se structurer. Et notamment depuis la signature des États membres des Nations Unies en 2015 pour définir l'agenda 2030. Ils se sont accordés sur 17 objectifs du développement durable. Je vous laisserai les découvrir en détail, mais parmi ces objectifs, il y a évidemment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, la lutte contre les inégalités de genre. Vous pourrez les découvrir. Je suis sûre qu'ils vous inspireront et certainement vous pourrez vous dire que l'activité que vous menez avec votre entreprise a certainement un impact et vous vous sentirez certainement proche d'un de ces objectifs de développement durable par rapport à l'activité que vous menez. Et c'est en ça que les Nations Unies ont souhaité réaliser ces objectifs, c'est pour donner des grandes guidelines aux États et aux entreprises pour mener ces objectifs d'impact d'ici à 2030. Donc voilà, c'est un sujet qui est en train de se structurer tout d'abord. Ensuite, c'est un sujet qui est en train de rentrer dans un processus de rationalisation. Aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent mesurer leur impact grâce à 3 critères qui sont les critères environnementaux, les critères sociaux et les critères de gouvernance. En effet, par exemple, dans les opérations d'investissement, si vous êtes une entreprise, de plus en plus d'acteurs de l'investissement vont vous demander de rendre des comptes ou de prendre en compte en tout cas ces critères d'analyse ESG au même titre que les performances financières. Il y a quelques années, c'était ce qu'on appelle un nice to have ou un effort supplémentaire que d'apporter cette vision des impacts ESG auprès d'un investisseur. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une norme, c'est en train de devenir une norme et c'est dans ce cadre-là que je vais passer au point 3. En effet, on a un cadre juridique mondial qui est de plus en plus en faveur des ESG. Donc, ce thème-là est en train également de se juridiciser. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et par exemple en 2005, les Nations Unies avaient demandé à un grand cabinet d'avocats qui s'appelle Freshfield de faire l'état des lieux sur les ESG dans les différents cadres législatifs des grands pays de ce monde. Et effectivement, Freshfield a répondu aux Nations Unies que ces critères ESG étaient de plus en plus reconnus dans les juridictions de ces différents pays
il n'avait pas forcément de dispositions obligatoires, mais que, en tout cas, c'était des critères opposables devant la loi. Aujourd'hui, on est presque 15 ans après, le cadre législatif est vraiment en train d'évoluer. On se retrouve avec des pays comme la France, le Royaume-Uni, qui demandent à ce qu'il y ait des dispositions obligatoires quant aux ESG, c'est-à-dire quand, par exemple, on doit investir dans une entreprise, on doit faire ce choix d'investissement aussi en fonction des critères ESG et pas seulement en fonction de la performance financière. Et je vous ai associé un dernier article, un article très récent sur notamment ces dispositions obligatoires au sein de l'Union européenne. Et en mars 2021, nous aurons un nouveau cadre législatif qui rend obligatoire, quand il y a une opération d'investissement, de rendre disponibles les informations liées aux impacts ESG. Donc, vous voyez que ce sujet est un sujet qui existe depuis très longtemps, un sujet qui est vaste de par ses définitions et de par les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de mesure d'impact social, environnemental et de gouvernance. Et puis, c'est un sujet qui est en train de se structurer, de se rationaliser et de se juridiciser. Donc, je vous ai posé l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Avec la crise du Covid, on peut prévoir qu'il va y avoir une accélération, en tout cas, de ce besoin de prendre des décisions aussi en fonction des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et pas seulement en fonction des performances financières. Cela nous laisse voir de belles perspectives, en tout cas, sur la combinaison en termes de business et d'impact social. On peut passer à la slide suivante. Alors, tout au long de ce webinaire, je vais vous poser des questions pour orienter mon discours par rapport à vos besoins. Ce sont des sondages que l'on va lancer. Vous allez certainement recevoir devant votre ordinateur des questions-réponses. Je lance le premier sondage. Et donc, voilà. Et vous allez avoir en faveur d'un objectif de développement durable. Voilà, différentes réponses à la question: votre entreprise s'engage-t-elle en faveur d'un ou plusieurs objectifs du développement durable? Je vous invite à y répondre dans la prochaine minute afin que nous puissions continuer. Vous êtes la plupart à indiquer que oui, votre entreprise s'engage en faveur d'un objectif du développement durable, ce qui est très encourageant pour les années à venir. On va attendre encore un peu que tout le monde puisse voter. Voilà, donc Antonia, 92% des participants ont répondu oui et 8% je ne sais pas. Très bien. C'est très encourageant. Je vous remercie pour vos réponses. On va passer à la slide suivante. Puisque je vois que nombreux d'entre vous s'engagent en faveur d'un ou plusieurs objectifs de développement durable, il va être important pour vous, si vous ne le faites pas déjà, de mesurer les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance de votre entreprise. Et ce que je voulais vous souligner avec ce webinaire, c'est que c'est une étape clé pour convaincre vos investisseurs. Donc, si vous mesurez les impacts ESG, vous aurez des éléments supplémentaires pour convaincre vos investisseurs et lever des fonds pour financer la croissance de votre entreprise. Donc, quand on se pose cette question, comment je mesure mes impacts ESG, eh bien, tout d'abord, il faut se dire, il faut que je choisisse une approche. Ensuite, de cette approche, je vais choisir une méthode. Et de cette méthode, je vais pouvoir choisir un outil. Donc, on va commencer par choisir une approche. Il y a différentes approches. Il y a les approches du bénéfice attendu, les approches du modèle logique, les approches dites
d'alignement des missions et les approches expérimentales. Donc, de ces différentes approches, on va avoir une matrice qui va nous permettre de choisir quelle approche correspond à votre situation. On va aussi pouvoir ensuite choisir une méthode et avec la méthode que vous aurez choisie, de choisir un outil. Donc, on va démarrer ce processus qui, j'espère, va vous aider dans la mesure de vos impacts ESG dans les mois à venir. On peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, comment choisir une approche? Moi, je vous invite vraiment à choisir une approche selon le stade de processus d'investissement. Alors, on va se rappeler quelles sont les grandes étapes du processus d'investissement. Tout d'abord, il y a les entreprises qui ne sont pas dans un processus d'investissement, qui n'ont pas encore levé des fonds, qui n'ont pas d'investisseurs, qui ont commencé une activité économique, une activité business avec peu de moyens, mais qui sont déjà en activité. Alors, cette catégorie-là, peut-être que bientôt, elle va d'entrepreneurs, hein, vous allez peut-être vouloir chercher des investisseurs et rentrer en due diligence avec des investisseurs. Qu'est-ce que c'est la due diligence? C'est la période pendant laquelle des investisseurs vont vous demander des informations sur votre entreprise, sur votre business, pour pouvoir prendre une décision si oui ou non ils vont investir dans votre entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise qui n'a pas encore d'investisseurs, qui n'est pas encore dans un processus d'investissement, vous allez quand même vous intéresser, si vous souhaitez lever des fonds évidemment, vous intéresser à l'étape de due diligence pour préparer cette étape-là qui est clé quand on souhaite rentrer dans un processus d'investissement. Il y a ceux parmi vous qui sont déjà dans cette étape de due diligence, donc vous allez également vous intéresser à cette étape, mais peut-être que vous êtes en train de préparer la prochaine étape, qui est l'étape de pré-approbation. C'est-à-dire que vous avez peut-être un investisseur qui est déjà intéressé pour lever des fonds, pour investir dans votre entreprise, et peut-être qu'il vous reste à convaincre 2 ou 3 autres acteurs pour finaliser votre levée de fonds. Donc là, vous êtes dans la période de pré-approbation, c'est-à-dire que vous devez apporter des éléments supplémentaires à vos potentiels investisseurs. Donc là, sur cette deuxième stade, par exemple, vous allez plutôt avoir une approche avec des modèles logiques ou des modèles d'alignement d'émissions entre investisseurs et entrepreneurs, plutôt que par exemple des approches liées aux bénéfices attendus. Vous avez une troisième étape qui est l'étape du post-investissement. Ça veut dire que vos investisseurs se sont tous mis d'accord avec vous pour investir dans votre entreprise. Et à ce moment-là, le capital est en train de se déployer au sein de votre entreprise. Et là, les investisseurs vont vous demander, dans une certaine routine, alors ça peut être annuellement, ça peut être mensuellement, de suivre des indicateurs pour leur remonter des informations sur votre performance financière, évidemment, mais aussi sur votre performance en termes d'impact ESG. Et puis, il y a des entreprises qui ont déjà vécu un processus d'investissement et qui vont rentrer à nouveau dans une due diligence, dans un nouveau processus d'investissement. Voilà le début de la matrice. Donc déjà, avec la question que je vais vous poser dans le prochain sondage, à quelle étape d'investissement votre entreprise se situe-t-elle? Vous allez déjà pouvoir savoir quelles sont les approches qui vont vous intéresser dans les mois à venir. Le vote est ouvert, donc ne soyez pas timide et n'hésitez pas à voter en nombre. Alors, il y a 4 réponses possibles. Mon entreprise n'est pas actuellement dans un processus d'investissement. Deuxième réponse possible, mon entreprise est dans une phase de due diligence. Troisième réponse possible, mon entreprise est dans une phase de pré-approbation. Quatrième réponse possible, mon entreprise est dans une phase de post-investissement. Je vous laisse encore quelques secondes pour finir ce sondage.
Eh bien, je pense qu'on a toutes nos réponses. Nous sommes à près de 60% d'entreprises qui ne sont pas actuellement dans un processus d'investissement et 13% d'entre elles qui sont en phase de due diligence. Ça nous donne un total de près de 70% d'entre vous qui sont intéressés par la phase de due diligence par rapport à la préapprobation, où vous êtes 22% à être en phase de préapprobation et presque 10% en phase de post-investissement. On peut continuer. Alors, grâce à cette matrice, nous arrivons à l'étape 2, qui est de choisir une méthode pour mesurer les impacts ESG. Et pour choisir cette méthode, il va y avoir deux éléments qui vont vous aider. C'est de jauger de la maturité de votre entreprise et de celle de vos investisseurs. Alors, la maturité de l'entreprise qui génère de l'impact, donc de votre entreprise, on peut la jauger sur cette matrice. Par exemple, si vous êtes une jeune start-up, si vous êtes une PME présente, si vous êtes une jeune start-up, vous avez une maturité qui est encore toute jeune. Hein, vous pouvez donc vous situer plutôt en haut de la matrice. Si vous êtes une PME déjà présente dans plusieurs pays africains, ça veut dire que vous commencez à croître. Et puis, si vous êtes déjà un grand groupe panafricain, vous êtes plutôt considéré comme une entreprise mature. Également, il y a un deuxième critère qui va vous permettre de savoir où vous situez dans cette matrice, c'est la maturité de l'investisseur qui est en face de vous. Est-ce que vous avez plutôt affaire à un philanthrope qui veut s'essayer à l'investissement et qui investit de manière personnelle? Est-ce que vous allez avoir un investisseur en face de vous qui est plutôt un fonds à impact qui a un jeune portefeuille avec une dizaine d'entreprises dans son portefeuille, ou alors peut-être qu'il s'agit d'un fonds à impact avec déjà presque une centaine d'entreprises à son portefeuille? Ou est-ce que c'est une grande banque de développement comme la Banque africaine de développement qui va vous financer? Ce n'est pas le même type d'investisseur que vous allez avoir en face de vous. Donc, vous pouvez jauger de la maturité de l'investisseur également et vous situer sur cette matrice. Donc, comme je vous disais, si vous êtes une jeune entreprise, peut-être de moins de 10 employés et que vous avez en face de vous un fonds d'investissement déjà bien implanté en Afrique, eh bien, vous allez vous situer dans la matrice, en haut de la matrice, mais peut-être avec un investisseur qui est plutôt mature, donc plutôt à droite de la matrice, en haut à droite de la matrice. Dans ce cas-là, et si vous êtes en phase de due diligence, où vous préparez votre phase de due diligence, vous allez plutôt choisir des méthodes de type calcul du retour sur investissement social, ou alors des applications logiques par rapport aux impacts que vous générez dans votre entreprise, ou alors des approches dites expérimentales. Donc, maintenant que vous avez des clés par rapport à la méthode que vous allez choisir, vous allez pouvoir choisir derrière des outils. Donc, on peut passer au slide suivant. Alors, il y a plusieurs acteurs qui travaillent à développer des outils de mesure d'impact pour répondre notamment aux besoins de standardisation et de personnalisation. C'est vrai qu'il faut que les investisseurs puissent, avec les entrepreneurs, parler le même langage pour comparer les entreprises. Il faut qu'ils aient des indicateurs qui soient à peu près les mêmes pour pouvoir, quand ils parlent d'impact social, que derrière il y ait des indicateurs qui soient connus et reconnus pour parler des mêmes impacts au niveau social. C'est la même chose au niveau des indicateurs de gouvernance ou des indicateurs environnementaux. Et puis, peut-être que ces indicateurs ne vont pas être les mêmes selon que vous êtes une entreprise dans le monde agricole ou une entreprise dans le monde de la mode africaine. Ça va peut-être être des indicateurs différents. Et effectivement aussi, si vous êtes une entreprise qui agit, qui va toucher des personnes qui sont urbanisées ou des personnes dans le milieu rural,
vous n'allez peut-être pas utiliser les mêmes indicateurs. Donc, je vous ai sélectionné quelques outils sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Il y a l'outil Cerise, l'outil de TPG Growth, Iris+, mais vous avez également des outils de banques de développement comme la banque hollandaise de développement ou la banque anglaise de développement qui a développé un ESG Toolkit. Vous avez plusieurs outils qui s'offrent à vous. Je vous en ai sélectionné quelques-uns que l'on va décliner sur les prochains slides. Alors, pour parler de Cerise, par exemple, Cerise déploie différents outils qui s'adressent à la fois aux acteurs des entreprises sociales et des investisseurs à impact. Aujourd'hui, en ligne, il y a un peu moins d'une dizaine d'outils utilisables. Je vous en ai sélectionné un qui est un outil dédié à l'auto-évaluation pour permettre à des entreprises sociales de pouvoir justement conduire leur due diligence. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez tout de suite aller, je vous ai mis le lien du site internet, tout de suite aller regarder et essayer de voir si vous êtes inspiré, s'il correspond à votre business et à votre contexte. Mais je pense que si vous êtes une jeune entreprise en Afrique, en Amérique latine, avec un souhait d'impact social et que vous souhaitez rentrer en due diligence, cet outil peut vraiment correspondre à votre besoin. Alors, ce sont des outils qui sont assez spécifiques sur les petites entreprises, early stage, donc plutôt start-up, et à destination également de jeunes investisseurs à impact. On peut passer au slide suivant. Donc, sur le slide suivant, excusez-moi, on va parler d'un autre type d'outil qui a été notamment, j'ai envie de dire que le déclencheur, ça a été la Fondation Rockefeller qui a réuni un collectif pour essayer de lever les barrières à l'investissement impact. Et une partie de ce collectif a souhaité constituer GIN, qui aujourd'hui héberge le catalogue des indicateurs IRIS. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, GIN, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau mondial des investisseurs à impact. C'est une association à but non lucratif et qui est plutôt indépendante et qui vise justement à promouvoir des indicateurs de performance financière et impact ESG qui permettent en fait à tous les investisseurs de parler le même langage et surtout de mesurer les mêmes choses. Et du coup, ils ont développé un catalogue de différents indicateurs. C'est un catalogue plutôt très complet qui est plutôt très reconnu dans le milieu. Et surtout, c'est un large catalogue. Vous pouvez retrouver différents types d'indicateurs qui s'adressent à différents secteurs, à différentes géographies. En revanche, c'est un catalogue qui est quand même très standard. Donc, il est intéressant parce que vous pouvez piocher des indicateurs qui vous intéressent. Mais du coup, c'est assez standardisé. Donc, après, il faut peut-être adapter certaines choses à votre... il faut peut-être compléter avec d'autres indicateurs pour ou en piocher un certain nombre pour refléter l'impact social, environnemental ou de gouvernance que vous souhaitez suivre durant votre due diligence avec vos futurs investisseurs. Donc, c'est un outil qui... Voilà. Ce qui est intéressant sur cet outil, c'est qu'il collecte, il agrège des données et il compare les indicateurs. Donc, en fait, vous avez en fait ce travail de benchmark qui a été réalisé par le collectif et qui vous permet de choisir des indicateurs, en tout cas, qui sont connus et reconnus. On peut passer à la slide suivante qui vous présente un autre acteur qui développe des outils. C'est l'Impact Management Project.
qui a développé notamment l'outil IMM, dont je vous parlerai un peu plus tard dans ce webinaire, l'Impact Multiple of Money. C'est une initiative en fait, qui a été lancée en 2016, des fondations, des investisseurs reconnus ont voulu réunir les meilleures pratiques dans le cadre pour manager en fait, l'impact au sein des entreprises. Et de ce collectif, il y a une idée qui a été développée par Rise, qui est un investisseur à impact pour les entreprises en croissance, et Bridgespan, une société de conseil à impact social. En fait, à tous les deux, ils ont développé, ça leur a mis plusieurs années, de développer une méthodologie pour estimer avant investissement la valeur financière de l'impact social pour chaque dollar investi. Donc, ça, c'est une méthodologie qui aujourd'hui, par exemple, est utilisée par les investisseurs à impact. Rise lui-même, pour chaque dollar investi, souhaite qu'il y ait au minimum 2,5 dollars de valeur, de retour social en fait, sur investissement. Donc, c'est des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour investir dans des entreprises à impact. Alors, une question pour vous maintenant. Votre entreprise a-t-elle déjà réalisé des mesures d'impact ESG? Alors, j'ouvre le sondage. Encore une fois, n'hésitez pas à voter. Alors, ce sont des réponses très encourageantes que je vois là. On a presque... on n'a pas fini, on attend d'avoir tous les votes. Très bien. On a près de 25% d'entre vous qui ont déjà réalisé des mesures d'impact ESG. C'est très encourageant. Il y a 75% d'entre vous qui n'ont pas encore réalisé ce type de mesures. Ce n'est pas grave, comme je disais au départ, hein, c'est un sujet qui est en train de se structurer, de se rationaliser, de se juridiciser aussi. Et on est dans une logique de déploiement de ces outils. Django, nous faisons partie des ambassadeurs qui faisons la promotion des outils pour mesurer l'impact ESG. Et c'est dans ce cadre-là aussi que ce type de webinaire existe pour permettre de donner accès à ces outils et aussi pour savoir les utiliser. On va passer à la dernière partie de ce webinaire qui est de vous mettre en fait dans un contexte, de vous donner un cas d'application en Afrique d'une entreprise qui s'est développée et qui a développé aussi des critères ESG pour mesurer l'impact de ses activités. C'est Django, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille. Et je vais vous expliquer en fait la thèse qui nous a permis de démarrer Django et ainsi que les objectifs que l'on s'est donnés, la trajectoire qu'on s'est donnée pour impacter le continent au niveau environnement, social et gouvernance. Je te laisse continuer. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on a fait le constat suivant au début de Django. L'Afrique a de nombreuses industries
mais elles sont encore très fragmentées pour émerger et fournir son plein potentiel économique. En effet, on a un secteur public et privé qui se concentre surtout sur des industries extractrices, hein, comme le pétrole, les mines, et les autres secteurs sont plutôt laissés pour compte et où ont des ressources limitées pour se développer. Donc ça, c'est un de nos constats. Aussi, on se rend compte que les entreprises font face à de nombreux challenges, une chaîne de valeur sous-optimisée, un manque de préparation aux exigences du marché, ou encore des expériences clients qui sont encore trop peu développées. Ce sont des challenges qui aujourd'hui sont inhérents au continent. Si je passe au point 2, c'est effectivement lié aux jeunes et aux femmes, hein, qui restent encore qui sont les forces vives de l'Afrique, mais qui restent encore les moins employés de l'économie formelle. Je rappelle qu'on a 900 millions d'emplois d'ici à 2030 à générer en Afrique pour absorber, hein, les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Les femmes sont encore sous-représentées dans l'économie formelle et c'est vrai que ce pool de talents aujourd'hui n'est pas exploité ou sous-exploité pour réaliser la croissance économique du continent. Il y a un dernier paradoxe aussi qui s'accroît par rapport à la disponibilité du capital, qui est encore trop limité, mais aussi pour le peu qui est déployé, il est concentré en fait sur certaines géographies plutôt que d'autres. Donc c'est vrai que les PME africaines souffrent de ce manque de capital pour se développer. Les investisseurs, eux, se plaignent d'un manque d'expérience des entrepreneurs ou d'une incapacité à exécuter leur vision. Et puis, un troisième point qui est les startups africaines se plaignent du peu d'opportunités d'investissement et des biais qui sont persistants, notamment au niveau du stade de développement de l'entreprise. Quand on est une jeune entreprise qui a besoin d'investissement dit d'amorçage, ou alors si on est une entreprise en croissance, on n'a pas accès de manière égale au capital. Il y a aussi un problème au niveau des secteurs. Comme vous le disiez, il y a des secteurs qui sont plus financés que d'autres, comme le secteur des infrastructures, alors même que d'autres secteurs sont en souffrance au niveau de l'investissement. Et aussi au niveau géographique, il faut savoir qu'il y a 3 pays qui absorbent près de 80% du capital du continent. Et puis, au niveau du genre également, on a ces biais, en tout cas, notamment au niveau de la série A. On a beaucoup moins de femmes fondatrices ou cofondatrices d'entreprises qui arrivent à ce niveau d'investissement. Mais nous voyons des opportunités à ces contraintes. Effectivement, le continent regorge de ressources inexploitées, comme notamment les PME. 17 millions de PME représentent 85% des emplois. Il faut savoir que, par exemple, le succès de Jumia il repose aussi sur l'affiliation de près de 500 000 PME ces 5 dernières années. La Côte d'Ivoire aussi est un exemple, puisque près de 98% des entreprises créées sont des PME. Il y a aussi une classe moyenne grandissante et une forte croissance du PIB, avec de nombreux pays africains qui ont une croissance supérieure à 6%, la Côte d'Ivoire en tête. L'Afrique aussi, il faut savoir, une population et un PIB qui est aujourd'hui aussi importante qu'un pays comme l'Inde. Et puis, il y a de nombreuses villes d'1 million d'habitants, ce qui permet en fait, par rapport à un continent comme l'Europe, par exemple, qui est un continent vieillissant, de capitaliser sur ces grandes villes africaines. Et puis, un dernier point qui, pour nous, chez Django, est très important, c'est la pénétration du smartphone et qui permet une révolution digitale. C'est vrai qu'entre les années 2000 et aujourd'hui, on a multiplié par 100 le nombre d'utilisateurs d'Internet. On est passé de 4 millions à 400 millions. C'est incroyable. Le Nigeria est le pays où il y a plus d'utilisateurs d'Internet sur mobile.
Et il faut savoir qu'au Kenya, il y a 50% du PIB kényan qui passe par des usages mobiles. Donc c'est vrai que tous ces éléments font de l'Afrique le premier continent du mobile first. Et du coup, nous, on y voit en tant qu'investisseurs de nombreuses opportunités. Donc Django, l'objectif après ce constat, en fait, on a défini ce qu'est Django. Django, en fait, construit, accompagne et investit dans des champions panafricains du numérique. Et l'objectif, c'est en même temps que d'assurer cette croissance financière pour ces champions numériques, c'est de créer des emplois, d'avoir un impact pour générer des emplois auprès des femmes et des jeunes. Donc, en fait, Django s'organise en 3 grands piliers. Il y a le studio, dont le but est de remédier aux défaillances du marché. Il y a Django Capital, qui vise à donner accès au capital et en soutenant les entrepreneurs et notamment les femmes. Et puis, il y a Django Academy, qui favorise l'accès au renforcement des capacités. Le but, c'est vraiment de donner accès aux consommateurs africains à des services, des produits, des contenus essentiels. Ça permet aussi, l'idée aussi, c'est de permettre aux PME d'accélérer leur croissance pour mieux s'intégrer aux chaînes de valeur et puis de générer, comme je vous disais, des emplois auprès des femmes et des jeunes. Donc, Django, c'est une organisation sur 3 piliers qui a ces 3 objectifs. Et pour y parvenir, eh bien, on est obligé de se doter d'outils. Et donc, je te propose de passer à la slide suivante, Sébastien. D'outils. Alors, avant de passer aux outils, effectivement, je voulais juste faire un point sur le fait que Django a une approche multisectorielle, tout secteur d'activité. Et c'est vrai que l'investissement que l'on apporte à travers la technologie et le capital se fait aussi par rapport à des critères liés à la croissance et la taille des secteurs que l'on peut soutenir. Donc, pensez-vous implémenter de nouveaux outils de suivi ESG au sein de votre entreprise? Alors, pourquoi je pose cette question à ce moment-là? Parce qu'il y a un constat qui a été fait sur l'Afrique par la présentation de Django. Il y a également une stratégie de cet acteur Django qui est un VC à impact en Afrique. Vous, est-ce que vous pensez, en voyant ce type d'acteurs de l'investissement impact s'intéresser à l'Afrique, est-ce que vous pensez que c'est important pour vous d'implémenter des outils de suivi ESG pour faire valoir les impacts que vous générez grâce à votre activité entrepreneuriale? Donc, c'est une très, très belle nouvelle. Je vois que 81% d'entre vous, enfin près de 80% d'entre vous disent oui. Vous pensez implémenter de nouveaux outils de suivi ESG. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que je vais convaincre les 24% qui ne savent pas encore si ils vont implémenter ces outils. C'est vrai que le choix des outils est vaste, mais grâce à ce webinaire et aux éléments que j'ai essayé de vous apporter, ça va vous permettre de cibler et de ne pas vous éparpiller à vouloir tout découvrir parce qu'il y a énormément de documentation, énormément d'outils, et de pouvoir cibler sur ceux dont vous avez besoin. Donc, les objectifs et la trajectoire, on peut continuer, Sébastien, merci beaucoup. C'est effectivement, avec le constat que je vous ai fait tout à l'heure, Django a choisi de continuer, en fait, de se positionner comme un acteur, un investisseur également en Afrique, en tant qu'investisseur à impact et pleinement à impact. En effet, on a plusieurs typologies d'investisseurs. On a les investisseurs que l'on retrouvait dans les années 50, qui sont plutôt les investisseurs traditionnels, qui se focalisent sur seulement la performance économique, financière. Il y a et puis dans les années 90, on a vu émerger des investisseurs qui mitigeaient le risque en intégrant
des critères ESG. Dans les années 2000, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des investisseurs qui cherchaient de nouvelles opportunités et notamment grâce aux ESG, aux entreprises qui avaient des objectifs ESG. Et puis aujourd'hui, vous avez depuis 2010 une nouvelle génération d'investisseurs pleinement à impact qui vise à combiner les performances financières et les performances ESG au même titre l'un que l'autre. Alors, pour prendre des décisions d'investissement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut vous intéresser de savoir comment pense un investisseur et pourquoi, en fait, ces éléments de performance ESG sont importants pour lui, alors, notamment pour un investisseur à impact. En fait, chez Django, on se pose le problème d'un point de vue macroéconomique. Puis on va descendre petit à petit vers le microéconomique. Donc d'abord, on se pose un super objectif qui est nous souhaitons participer à améliorer la qualité de vie en Afrique. Ça passe par la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de l'équité sur le continent. Ensuite, on a un but qui est de se dire on va participer à améliorer l'économie de certains pays africains dans lesquels on va intervenir ou on va investir. Et puis, un but qui est de pouvoir créer une croissance durable pour nos écosystèmes. Donc, en fait, il y a d'abord un super objectif, un objectif et puis un but qui est posé. Et doit en sortir deux résultats. Un résultat pour les PME qui sont concernés par le secteur dans lequel on investit et un résultat auprès des gens qui composent ce secteur. Alors, on va avoir, si vous regardez de manière un peu plus précise ce diagramme, on va avoir des indicateurs sur ces deux résultats. Par exemple, pour mesurer l'impact sur l'écosystème des PME qui constituent ce secteur clé dans lequel on investit. Par exemple, on va mesurer quel est le nombre de compagnies, d'entreprises de ce secteur qui vont utiliser les plateformes de Django. Et par exemple, ces plateformes vont permettre d'améliorer l'accès à des services de logistique pour pouvoir envoyer des produits dans le monde entier au meilleur prix. C'est le cas, par exemple, d'une de nos ventures qui s'appelle Jexport. Ensuite, on va avoir un deuxième... voilà, donc ça, c'est pour le premier output, le premier résultat. Et puis, on va avoir une deuxième exigence qui est au niveau des gens qui composent cet écosystème. Et par exemple, un des indicateurs clés pour nous, c'est l'augmentation du nombre de femmes employées dans cet écosystème. Voilà, c'est pour vous donner une grande une overview, une approche vraiment large de comment nous avançons dans nos décisions d'investissement au sein de Django. Alors, je vais laisser la parole à Sébastien Anoni, que nous avons la chance d'avoir sur ce webinaire, pour vous expliquer comment dans le management de l'impact, à chaque étape, nous rapprochons des entreprises pour faire remonter en fait les éléments de décision en termes d'investissement. Je te laisse prendre la parole, Sébastien. Merci Antonia. Donc, comme évoqué par Antonia au début de ce webinaire, à Django, nous suivons en fait l'impact social et environnemental à tous les stades d'investissement. Donc, si je schématise, il y a généralement 3 grands stades. Donc, le premier stade, c'est vraiment le stade pré-investissement. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la période d'investissement. Et ensuite, il va y avoir la période post-investissement. Et donc, bien avant de prendre notre décision d'investissement à Django, ce que nous faisons, c'est lors de la construction de notre portefeuille de start-up, nous évaluons très en amont l'impact potentiel environnemental et social. Donc, toutes les opportunités d'investissement sont évaluées et confrontées avec les 17 objectifs du développement durable. Ensuite, bien évidemment, nous prenons
une première décision de filtrage et nous sélectionnons les opportunités d'investissement qui nous paraissent les plus attractives. Et ensuite, nous rentrons dans une phase de due diligence avec les entrepreneurs et les dirigeants de l'entreprise. Et pendant cette phase de due diligence, nous allons nous asseoir avec l'entrepreneur, nous allons lui poser un certain nombre de questions, nous allons l'interviewer afin en fait d'évaluer sa vision, impact RSE et aussi sa volonté. Ça se matérialise aussi par un questionnaire qu'on lui envoie qui va nous calculer un scoring sur certaines dimensions RSE. Et en fait, tous ces éléments qu'on va réunir pendant la due diligence va nous permettre, après et une fois qu'on aura pris notre décision d'investissement, de s'asseoir une nouvelle fois avec l'entrepreneur et d'établir une roadmap RSE. Donc RSE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. En anglais, c'est ESG. Donc on va s'asseoir avec l'entrepreneur et on va établir une roadmap sur 6-7 ans afin de tendre vers un impact social et environnemental conjointement. Et bien évidemment, il y a en fait, si vous voulez, des points étapes. Et c'est au minimum une fois par an qu'on fait le point avec l'entrepreneur et le dirigeant d'entreprise et qu'on regarde ensemble les indicateurs clés de performance qu'on aura mis en place dans la roadmap. Donc, ça permet d'avoir un suivi, c'est très important aussi, parce que si on n'a pas d'objectif chiffré, comme Antonia le disait, ça peut être le nombre d'emplois créés chez les femmes, le nombre de jeunes formés au métier du digital, par exemple. Donc, si on n'a pas d'objectif chiffré, généralement, on n'arrive pas à tendre vers un impact social et environnemental optimal. Et avec cette approche, en fait, à Django, nous sommes convaincus de montrer en fait, la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise qui arriveront à combiner la croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise avec l'impact social et environnemental. Et si on a réussi à les convaincre sur cette combinaison gagnante, on est convaincu qu'eux-mêmes vont devenir ambassadeurs et vont eux-mêmes être actifs dans notre écosystème et prêcher la bonne parole en termes d'impact. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Antonia qui va vous décrire un métrique qui est très suivi par les investisseurs à impact qui s'appelle l'Impact Multiple of Money qui a été développé par TPG, le fonds d'investissement américain. Merci beaucoup Sébastien pour ton intervention. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous en avons de nombreuses sur notamment le grand concours de la fondation Jack Ma en partenariat avec Django, l'African Business Hero, et nous avons également des questions par rapport à la présentation de ce webinaire. Nous y reviendrons en fin de séance. Continuez à les poser, nous aurons du coup un échange en fin de session. Concernant en fait, merci beaucoup Sébastien de nous avoir rappelé comment se passe ce processus d'investissement au sein de Django. Je vais faire un focus sur cette troisième étape dont tu nous as parlé, qui est d'évaluer l'impact sur les différentes parties prenantes au local. Sur cette étape-là, Django va utiliser un outil qui est l'outil IMM, qui a été développé par TPG Growth, que je vous présentais un peu plus tôt dans ce webinaire. Cet outil, en fait, il permet de calculer la valeur de l'investissement à impact pour chaque entreprise de notre portefeuille. Et il se déroule, en fait, c'est une méthodologie qui va se dérouler en 6 étapes. Il faut savoir qu'il y a un très très bon article qui a été écrit par des membres de l'université d'Harvard sur ce sujet, et je vous l'ai mis je vous ai mis le lien sur cette présentation, et je vous invite vraiment à aller recueillir des infos sur certains articles très bien fouillés. Je vais vous avant que vous alliez plus loin sur cet article, je vais vous en parler, vous synthétiser en fait les 6 grandes étapes pour réaliser ce calcul d'impact multiple of money. Alors, on va commencer par la première étape qui est d'évaluer la pertinence et l'échelle. Donc, on peut passer à la slide suivante, Sébastien. Merci. En fait, cette étape, elle permet de se poser une question vraiment clé sur
pourquoi je vais investir dans cette entreprise, c'est tout d'abord de se dire combien de personnes vont être touchées par ce produit ou ce service. Ça, c'est un premier sujet qui est important. Il faut que ce soit un business qui puisse toucher un plus large, un plus grand nombre de personnes possible. Mais il n'y a pas que cette question, il y a aussi la question de la profondeur de l'impact. C'est-à-dire que il vaut mieux, en fait, il vaut mieux qu'il y ait moins de personnes touchées, mais il vaut mieux qu'elles soient touchées plus profondément, plutôt qu'il y ait beaucoup de personnes touchées, mais qu'ils le soient à peine. C'est-à-dire qu'ils reçoivent peu de retour, peu d'impact social de cet investissement. Donc, en fait, c'est une notion que je vais essayer de vous illustrer, notamment un exemple de Rise, qui est un acteur de l'investissement à impact, donne dans cet article donné par l'université d'Harvard. Rise, en fait, souhaitait investir dans une entreprise indienne et dans une entreprise de distribution de lait et qui s'approvisionnait auprès de 220 000 fermiers du sud de l'Inde. Et pour s'approvisionner, elle va payer, du coup, l'entreprise dans laquelle Rise va investir va payer ses fermiers pour le lait qu'elle peut distribuer et revendre. Et en fait, le tout n'est pas de toucher 220 000 fermiers, le tout est de savoir comment eux, ils vont être touchés et ils vont être impactés positivement par cette entreprise. Et c'est là que Rise a fait un calcul qui est très intéressant. Ils ont voulu aller plus loin dans ce calcul en demandant à cette entreprise indienne le prix auquel ils allaient acheter le lait à ces fermiers et puis des garanties également de partenariat de long terme avec ces fermiers. Et cela a permis d'établir le fait que près de 73, en fait que ces familles de fermiers allaient augmenter leurs revenus de près de 73%. Donc, dans cet exemple-là, on peut voir que non seulement il y a un large spectre de fermiers indiens qui vont être touchés par cette entreprise, mais en plus, c'est que le revenu de ces familles va augmenter de manière réelle, 73%. Donc, c'est le chiffre qui a été estimé. L'idée, donc, c'est vraiment de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes, mais de les toucher en profondeur. Parce qu'il faut comprendre que derrière, ce n'est pas seulement le fermier qui est touché, c'est toute une famille. Donc, c'est des personnes qui pourront aussi, dans la famille, qui pourront profiter de ce revenu supplémentaire. On peut passer à la slide suivante. La deuxième étape, c'est d'identifier les résultats des impacts cibles. L'idée, en fait, c'est de rechercher de rechercher de la documentation, de trouver en fait des recherches qui ont été réalisées par des acteurs comme des fondations, comme des associations, comme des gouvernements, qui permettent de constituer en fait des études et sur lesquelles les investisseurs peuvent s'appuyer pour faire des prospectives. Parce qu'il faut bien savoir que cet outil va nous permettre, en fait, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans ce webinaire, va nous permettre d'établir le montant, la valeur de l'impact avant investissement. Donc, le but de cette méthodologie, c'est bien de réaliser en fait une prospection, une projection de la valeur de l'impact social qui va être généré par l'entreprise. Donc, en s'appuyant sur ces études-là, on va pouvoir faire des calculs qui vont permettre de se projeter et de savoir combien de vies peuvent être sauvées, combien d'emplois de femmes vont pouvoir être créés et de valoriser ce retour social sur investissement. Donc, par exemple, une illustration intéressante aussi, c'est Alco Edu, c'est une association américaine
qui lutte contre l'alcoolisme des jeunes et qui a réalisé avec une méthodologie très intéressante qui s'appelle RCT, Randomized Controlled Trial. C'est une méthodologie qui est utilisée dans le milieu médical et en fait qui a démontré que l'exposition de ces lycéens à ce programme de prévention allait réduire de 11% les incidents liés à l'alcool. Alors les incidents, ça peut être les violences, la mort de ces jeunes, ça peut être, voilà, il peut y avoir plusieurs types d'incidents. Et sur un type d'incident qui est la mort de ces jeunes suite à l'absorption d'alcool, en fait, il y a l'Institut national de la santé des États-Unis qui a fait une étude très poussée et qui donne le chiffre de 0,015% de lycéens qui peuvent en fait avoir une mort causée par l'alcool. Donc en fait, c'est encore RISE qui illustre très bien cette étape, hein, qui voulait investir dans ce programme d'alcool édu. En fait, ils ont pu faire un ratio en termes de nombre de vies sauvées par rapport au nombre de lycéens qui allaient bénéficier de ce programme. Et ils en ont conclu que 36 lycéens sur 5 années, la vie de 36 allait être sauvée grâce à ce programme. Donc, ce sont des calculs qui permettent de faire des prospections de l'impact, de la valeur en fait de l'impact social et ça permet de donner en fait des données prospectives. Donc, on invite grandement les entreprises qui veulent essayer d'utiliser ces outils, de s'appuyer sur des études réalisées par des associations, des fondations, des gouvernements. On va passer au slide 3, s'il te plaît, Sébastien. Donc, en fait, ces études, l'idée, c'est d'en trouver une qui est une étude de référence par rapport à votre business. Et qui va permettre en fait d'estimer la valeur des impacts ESG. Cette étude de référence, il faut qu'elle soit rigoureuse de par son approche, l'approche qu'elle a choisie. Est-ce que ce sont des approches expérimentales ou des approches d'observation? Il faut qu'elle soit pertinente. Donc, ça veut dire qu'elles doivent être le plus proche de votre cible. C'est-à-dire, si votre cible elle est rurale, ça va être compliqué de choisir une étude qui peut-être sur un business similaire va étudier une cible urbaine. Ça va, effectivement, il va y avoir un écueil sur le choix de l'étude de référence. Donc, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, les catégories de revenus? Voilà, ce sont des éléments ici qui doivent être le plus proches de votre situation pour que, effectivement, le choix de cette étude soit pertinent. Et enfin, il faut que l'étude soit le plus récente possible. Plus l'étude est récente et effectivement, plus les paramètres qui sont choisis sont réalistes par rapport à votre situation. Effectivement, si on prend une étude qui cible des jeunes Nigérians il y a 20 ans, effectivement, ils n'avaient peut-être pas l'usage mobile qu'il existe aujourd'hui. Donc, si vous êtes une entreprise tech et que vous utilisez ce type d'études d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, il va y avoir un grand écueil entre la réalité et l'étude choisie. Ensuite, effectivement, il va y avoir un sujet sur l'ajustement des risques. Comme on sait, il faut reconnaître qu'il y a un biais à choisir une étude de référence. Donc, on va en fait estimer les risques entre l'étude choisie et la réalité de l'entreprise et on va évaluer la probabilité de réalisation de l'impact par rapport au choix qui a été fait de l'étude. Donc, en fait, Django va identifier 6 catégories de risques auxquelles sont attribuées une note pour évaluer la probabilité de la réalisation de l'impact. Donc, ça va être sur une échelle de 1 à 100, on va estimer est-ce que cette étude correspond bien au contexte de l'entreprise,
Est-ce que les produits et services, est-ce que sont bien proches de votre business, le niveau de revenu, les usages ciblés. Il va y avoir en fait on va construire un outil qui va nous permettre de noter la pertinence, la rigueur et le fait que l'étude soit assez récente et va nous permettre d'ajuster la valeur de cet impact et d'ajuster en fonction du risque. Ensuite, du coup, quand on a fait toutes ces analyses, on passe à l'étape 5 et on va aboutir à une estimation de la valeur finale des impacts escomptés. Donc, cette valeur finale, elle représente en fait l'impact social attendu pour chaque dollar investi. Donc, on va la rapporter à chaque dollar investi. C'est un concept qui est assez novateur, hein, qui existe seulement depuis quelques petites années. Tous les investisseurs à impact n'utilisent pas forcément cette méthodologie, mais elle est de plus en plus reconnue et surtout elle permet de négocier notamment les termes d'un investissement et puis de proposer également des ratios incitatifs. Voilà, alors dès lors qu'on a cette valeur de l'impact pour chaque dollar investi, eh bien, il y a une dernière étape qui n'est pas la même que vous soyez un entrepreneur ou que vous soyez un investisseur. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez simplement prendre la valeur des impacts ESG escomptés et la diviser par le total des investissements. Si vous êtes un investisseur, évidemment, on va devoir rajouter une étape qui est juste d'utiliser que la part d'investissement qui a été apportée par l'investisseur. Donc, je donne un exemple rapide. Vous êtes un entrepreneur et il y a un investissement dans votre entreprise de 25 millions de dollars. Vous avez calculé que le rendement social le bénéfice social va être de l'ordre de 200 millions de dollars. Donc, le calcul du rendement social pour 1 dollar, ça va être 200 millions divisé par 25 millions. Ça va nous donner 8 dollars. Donc, ça veut dire que pour chaque dollar investi, il va y avoir une valeur sociale de 8 dollars qui va être générée. Et si vous êtes un investisseur et que vous avez investi seulement à 50% à hauteur des 200 millions investis dans cette entreprise, donc il va falloir simplement se baser sur les 50% que vous avez investis, soit 100 millions de dollars, donc divisé par 25 millions de dollars, qui est le montant total de l'investissement, et ce qui revient à 4 dollars de rendement social pour chaque dollar investi. Donc, vous avez pu calculer un IMM, et cet IMM va être vraiment un élément très important pour votre investisseur et pour savoir s'il va continuer ou s'il va investir dans votre entreprise. Très bien, alors nous avons terminé ce webinaire. Il reste une dernière question sur laquelle je voulais vous sonder après toutes ces explications. Souhaitez-vous engager votre entreprise dans un processus de levée de fonds dans les prochains mois? J'espère que oui. Et pourquoi cette question? C'est que si vous souhaitez effectivement engager votre entreprise dans un processus d'investissement, sachez que l'African Business Hero Challenge est fait pour vous, qu'il va vous... Donc, je vous invite vraiment à postuler, à réaliser votre candidature pour ce grand concours. Et comme il s'agit d'un concours pour lever des fonds pour faire croître votre entreprise, je vous invite grandement à associer à votre dossier ou en tout cas à préparer pour la suite des étapes de ce grand concours des éléments liés à l'impact ESG de vos entreprises. Je suis sûre que ce seront des arguments qui vous permettront de convaincre les jurys et vos futurs investisseurs. Je vous remercie. Sébastien, je peux te laisser démarrer une vidéo en attendant les questions-réponses.
Exactement, donc nous allons diffuser une vidéo qui permettra donc à l'ensemble des participants de connaître les modalités pour s'inscrire à l'Africa's Business Hero. Entrepreneur africain, on vous suit. Et maintenant, le monde a également besoin de vous suivre. Êtes-vous prêt à devenir un Africa Business Hero 2020 avec l'ANPI? Êtes-vous un entrepreneur africain? Votre entreprise a-t-elle 3 ans d'existence au minimum? Êtes-vous prêt à faire la présentation de votre entreprise devant des sommités du milieu des affaires et à raconter votre histoire? Si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est votre tour. Postulez dès maintenant. Suivez ces 5 étapes simples et rapides et commencez le parcours pour devenir un Africa Business Hero avec l'ANPI. Étape 1. Créez un compte, saisissez vos coordonnées, cliquez sur s'inscrire et c'est un pas en avant. Étape 2. Lisez attentivement les directives. Il suffit de visiter le site africabusinessheroes.org et de cliquer sur Guide de candidature. Étape 3. Pour les critères d'éligibilité, c'est simple. Tout candidat doit être le fondateur ou un cofondateur de l'entreprise. Le candidat est un citoyen africain ou un descendant direct d'un citoyen africain. Votre entreprise doit être enregistrée, avoir son siège social et exercer ses activités dans un pays africain. Elle doit passer l'étape de la conception, avoir au moins 3 ans et disposer d'un chiffre d'affaires sur 3 ans au moins. Étape 4. Obtenir une référence. Il peut s'agir de votre mentor, collègue, professeur ou conseiller. Et enfin, étape 5, soumettez votre candidature. Celle-ci compte ces 5 rubriques. Profil du fondateur, profil de l'entreprise, présentation détaillée de l'entreprise, prix et distinction, plus une présentation vidéo. Si vous êtes bloqué à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Consultez notre guide de candidature et la foire aux questions pour obtenir de l'aide. Ou envoyez un email à info@africabusinessheroes.org. À vous de jouer. Devenez un Africa Business Hero 2020 avec l'ANPI et gagnez votre part des 1,5 million de dollars. En plus, bénéficiez de la bourse Alibaba eFounders ainsi que d'un mentorat et d'une formation. Racontez votre histoire à l'Afrique et au monde entier. Postulez dès maintenant. Merci Sébastien. J'ai pu faire le tour un petit peu des questions qui ont été posées. Nombreux ont posé la question de est-ce que ce webinaire sera disponible et est-ce que les slides de ce webinaire seront disponibles? La réponse est oui. Seront disponibles sur YouTube dans les prochains jours, prochaines semaines maximum. Je pense que ce sera prochains jours et nous vous contacterons pour vous donner le lien sur YouTube afin que vous puissiez en bénéficier du support le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai eu de nombreuses questions par rapport à l'ANPI, c'est-à-dire au grand concours African Business Hero. Effectivement, alors pour répondre la vidéo a certainement donné pas mal d'éléments, mais oui, il faut avoir 3 ans de chiffre d'affaires, même s'ils ne se sont pas des années consécutives. À partir de 3 ans de chiffre d'affaires, vous pouvez envoyer votre candidature. C'est le fondateur de l'entreprise qui postule, donc ce n'est pas un produit ou un service de votre gamme de produits, c'est le fondateur lui-même qui vient présenter son entreprise et les produits qu'il défend. Le nom de la chaîne sur laquelle ce webinaire sera disponible, c'est YouTube, mais vous recevrez le lien par email très prochainement. Qu'est-ce que j'ai d'autres questions liées à la candidature en français? Oui, vous pouvez envoyer vos candidatures en français. Les francophones sont les bienvenus et nous attendons une inclusion, une participation des entreprises francophones beaucoup plus forte que la première édition de l'année dernière. Nous espérons que vous serez nombreux.
Je pense avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que Sébastien, tu as d'autres questions? Oui, apparemment, dans le question-réponse, nous avons également d'autres personnes qui ont posé des questions sur la méthode du SROI et pour mesurer la valeur sociale des investissements. Alors oui, nous utilisons aussi la méthode SROI dans certains cas du processus d'investissement. Peut-être Sébastien, tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'utilisation du SROI au sein de Django Capital? Oui, tout à fait. Donc, au sein de Django, donc en fait, nous mettons l'objectif RSE au même niveau et sur le même piédestal que l'objectif financier et stratégique. Et sur l'objectif donc RSE et le retour sur investissement social attendu, on utilise plusieurs KPI, comme par exemple la génération d'emplois chez les femmes, mais aussi le nombre de jeunes formés au métier du digital, mais aussi le nombre de PME qui sont onboardées et qui deviennent clientes des plateformes technologiques des entreprises soutenues par Django. Et voilà, nous utilisons aussi, comme Anthony l'a si bien décrit, l'impact multiple of money. Voilà, en fait, c'est un ensemble comme j'ai décrit aussi au milieu de ce webinaire, c'est un ensemble d'indicateurs clés de performance qu'on met et qu'on analyse au moins une fois par an, qui nous permet d'évaluer donc le retour sur investissement social. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai une dernière question liée à des demandes de recommandations au niveau du marketing digital. Écoutez, cette question tombe très bien puisque ça sera l'occasion de nous retrouver dans un prochain webinaire qui aura lieu dans 2 semaines, même jour, mercredi, même heure. 2 p.m. GMT time et 4 heures de l'après-midi sur l'heure de Paris. Donc, pour vous parler justement de l'acquisition marketing et de comment aborder le growth hacking. Donc, pour tout ce qui est marketing digital, je vous invite à vous connecter dans 2 semaines, le mercredi, exactement. Je vais vous dire le jour, le mercredi 20 à la même heure et sur ce même outil Zoom. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt pour concourir à l'ANPI, à l'African Business Hero. Merci à vous.